Et salut les amis et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2024 pour une nouvelle série de vidéos qui va nous emmener au début du conflit lors de la campagne de France entre mai et juin 1940 autour d'un diorama urbain et d'un engin de reconnaissance. Alors pour ce projet, j'ai choisi une maquette de chez Cyber Hobby qui est en fait un Panzer II amélioré avec une coupole d'observation qui a été rajoutée. Alors cet engin a existé. On retrouve quelques photos sur internet, mais pas trop d'explications sur son origine. On sait juste qu'il a été développé pour en faire un engin de reconnaissance ou une unité d'observation pour les pièces d'artillerie. À travers ce projet, on va constituer un diorama urbain autour d'une maison de chez Jump et différents accessoires. À travers cette série de vidéos, on va voir aussi différentes choses, comme le travail du gris et de la technique de la modulation des couleurs, et aussi comment peindre et patiner une maison avec des produits acryliques. Avant d'attaquer la maquette, on va faire une petite revue du projet pour vous montrer un peu tous les accessoires que j'ai choisis et la documentation qui va me servir et va m'accompagner durant la phase de montage. Alors les maquettes de chez Cyber Hobby sont en fait des maquettes de chez Dragon qui ont la particularité d'être améliorées pour en faire des engins uniques, originaux et atypiques, souvent des prototypes ou des faibles séries. Pour la recherche des accessoires, il faut en fait se baser sur la référence de chez Dragon utilisée au départ au lieu de la référence de la maquette de chez Cyber Hobby. J'ai pu trouver deux planches de photodécoupe de chez Voyageur Model, une pour les garde-boue et une autre pour détailler la maquette. Je rajoute aussi une mitrailleuse MG34 et le canon en alu de chez Aber pour la tourelle. Les roues vont être remplacées par celles de chez Panzerart qui ont les numéros de fonderie inscrits sur les flancs. J'utilise de nouveau mes attaches en impression 3D pour les outils, ainsi que le feu arrière que je vais changer. Pour terminer, on remplace les chenilles par celles de chez Friul Model. Alors bonne nouvelle, la société Friul ne ferme plus, elle a été reprise. Et on rajoute pour terminer un petit kit de chez Black Dog pour les équipements sur la plage arrière. Au niveau de la documentation, j'ai toujours les livres allemands de chez Motorbuch Verlag de Monsieur Spielberg, qui est vraiment une très belle base documentaire avec beaucoup d'informations sur l'historique de l'engin, la conception, des photographies d'époque et aussi de nombreux dessins industriels. Je vais compléter avec des extraits sur un livre de la gamme Nuts and Bolts qui est dédié à une variante du Panzer II, mais il y a quelques informations qui vont pouvoir me servir, comme de nouveau des dessins industriels et quelques photographies d'époque. Et pour terminer, un livre de référentiel photo de chez Hamo qui est très bien fait, très complet avec énormément d'informations. Ce genre d'ouvrage qui est très accessible et qui trouvera sa place dans votre bibliothèque. La première chose que je fais, c'est de mettre en relation la notice de chez Cyber Hobby et celle de Voyageur Model pour faire un travail préalable d'identification des pièces qui vont être soit remplacées ou modifiées par de la photodécoupe. C'est important pour anticiper l'intégration des pièces en laiton, éviter tout simplement d'en oublier et faciliter le montage du modèle avec toutes ces modifications. On sait aussi que les maquettes de cette envergure sont pas si simples, et beaucoup de petites pièces et une notice parfois qui manquent de clarté. On commence l'assemblage par le bas de caisse. Le fabricant de la maquette a prévu les deux variantes, la face avant qui est arrondie ou celle qui est plane. J'ai choisi celle-ci car je vais faire une amélioration en rajoutant les supports pour les patins de rechange qui ont été complètement oubliés. Petite astuce au sujet du bas de caisse moulé en un seul ensemble. Il se peut que le plastique se déforme légèrement et que vous rencontrez des soucis d'alignement lorsque vous faites des montages à blanc. Je découpe un morceau de grappe dans la bonne longueur que j'insère sans coller directement dans la maquette pour remettre en forme temporairement le plastique. Le temps d'assembler les pièces nécessaires avant de pouvoir la retirer. Un travail habituel avant de commencer l'assemblage des suspensions, c'est de refaire les textures de surface avec le produit de chez Mister Surfacer 1500 de couleur gris. Ce produit est parfait pour obtenir un effet réaliste. Il suffit juste de badigeonner les surfaces avec un vieux pinceau et de tapoter jusqu'à ce qu'il soit totalement sec au toucher. Une technique simple et efficace qui aura un impact intéressant sur la peinture et le vieillissement. Après une journée de séchage, on peut corriger et affiner le résultat en enlevant les éléments grossiers avec une simple éponge abrasive. Si jamais vous avez eu la main trop lourde, le produit s'enlève facilement avec de l'acétone. La totalité du bas de caisse est ainsi traitée sauf les zones qui vont recevoir des éléments que je ne traite pas pour éviter de faire une épaisseur supplémentaire qui viendrait s'intercaler inutilement. Le choix de la face avant plat se justifie par l'ajout du support des patins de rechange oubliés par le fabricant de la maquette. Je réalise en scratch à partir de profils de chez Evergreen et de quelques boulons de chez Meng.
En m'appuyant sur les photographies que j'ai dans mon livre et avec un peu de temps et de patience, on arrive très facilement à reconstituer la pièce le plus fidèlement possible. J'ai pioché quelques patins de chiffriule. Par habitude, ils en laissent toujours un petit peu plus que nécessaire. L'ensemble est collé d'un seul côté pour pouvoir retirer le morceau de chenille plus facilement pour les phases de peinture. Petite astuce pour installer solidement les vis papillons qui viennent fixer les petites trappes sur l'arrière du véhicule. Je perce l'intégralité du plastique après avoir positionné les plaques en photodécoupe, puis je colle en insérant complètement la vis avec de la cyano. Vous n'aurez aucun risque que les pièces se décollent lors des passages de l'aérographe ou du pinceau. Je remplace le Farnotech de l'arrière par une impression 3D de chez Édouard Brassin beaucoup plus jolie. Ils ont même prévu à l'arrière le trou pour pouvoir y insérer le câble d'alimentation que j'ai juste à repercer. Celui-ci est placé en premier avec beaucoup de jeux, ainsi il ne me reste plus qu'à installer la pièce sur son support. Je retire les brins d'un morceau de fil électrique qui ont une section très fine, puis je les torsade entre eux pour faire la chaînette qui maintient le crochet de remorquage. C'est beaucoup plus joli et plus précis par rapport à la pièce en photodécoupe que je trouve trop plate, et par expérience elle a fâcheuse tendance à se casser quand on la met en forme. Avec cette astuce, vous obtiendrez un meilleur résultat et des problèmes à venir en moins. On continue par le train de roulement avec un choix sur le changement des galets de route par ceux de chez Panzerart. Il y a des anecdotes autour du nom continental du célèbre fabricant de pneumatiques. Il semblerait d'après la rumeur que Dragon n'aurait pas eu l'autorisation d'utiliser leur nom pour leur modèle, ou d'autres disent tout simplement qu'ils ont fait une grossière faute d'orthographe lors de la conception du moule. Vous pouvez voir sur les pièces d'origine que le L de Continental a été remplacé par un U. Chose que maintenant on peut corriger en remplaçant les galets qui ont eu la bonne orthographe et les numéros de fonderie fidèlement reproduits. En m'appuyant sur des photographies d'engins survivants, je reproduis les impacts dus à l'usure des bandages de caoutchouc sur les chenilles. Il suffit juste d'arracher des morceaux de plastique avec une lame de scalpel neuve, puis j'accentue l'effet légèrement en utilisant une lime à gros grains sur les bords, de manière complètement aléatoire. Cette étape vous donnera un réalisme supplémentaire à votre char et ne donnera pas la sensation qu'il sort tout neuf des lignes de montage. Une astuce simple et efficace et facile à reproduire. Par contre, pour les autres galets, je n'ai pas pu les trouver avec la bonne orthographe, mais un simple coup de scalpel sur la dernière lettre corrigera le défaut. Mais étant donné que la pièce est très petite, on peut se le permettre. Je termine par un assemblage à blanc. Petite astuce pour maintenir temporairement vos pièces, c'est d'utiliser du masse-colle. C'est une très bonne colle temporaire avec une adhérence suffisante et a l'avantage de se retirer facilement sans abîmer les pièces en plastique. Les chenilles de la maquette sont remplacées par celles de chez Free Model. Alors bonne nouvelle, comme je l'avais annoncé au début de la vidéo, la société Free avait été mise en vente par son propriétaire et il y a eu un repreneur officiel il y a quelques semaines. Alors quand on parle d'un char léger, les patins sont très petits. À titre de comparaison, je vous montre deux patins de Panzer II que je possède pour vous donner une idée de leur taille par rapport à mes mains. L'outil que vous voyez pour couper les tiges à la bonne longueur a été fait à partir d'un plan disponible gratuitement sur le site du fabricant. Il est vraiment très pratique et vous fera gagner beaucoup de temps. L'assemblage des chenilles vous oblige de repercer avec un forêt de 0,5 les pièces pour éliminer les résidus de la fonderie, puis il suffit d'insérer les tiges les unes après les autres. Je termine en déposant une goutte de colle cyano pour maintenir les tiges dans les patins de chenilles. Après séchage, j'élimine les extrémités qui dépassent avec une simple lime. Il m'a fallu environ 2 soirées pour assembler la paire de chenilles qui offre un résultat incomparable par rapport à des chenilles maillon par maillon en plastique. On arrive ensuite sur l'étape qui est sûrement la moins évidente du montage, avec les garde-boue latéraux en photo découpe. J'ai pris le temps d'analyser la maquette et la notice pour conclure que j'avais deux solutions qui s'offrent à moi. La première, c'est d'arracher complètement les pièces en plastique comme le conseille la notice de chez Voyageur, mais la moindre erreur de calcul et de découpe pourrait être très compromettante pour la maquette. Une alternative, c'est tout simplement faire un habillage en remplaçant la texture moulée de la surface antidérapant par celle en photodécoupe. Chose que j'ai déjà vu faire par d'autres maquettistes, certains même achètent des autocollants ou des planches de texture spécialement dédiées. Un autre problème que j'ai constaté quand j'ai découpé les garde-boue de leur support, c'est qu'ils sont légèrement voilés, et malgré une nuit passée entre deux plaques métalliques, n'ont rien fait pour les redresser. De plus, on remarque que les surfaces en contact pour maintenir l'ensemble sont vraiment très faibles, et j'ai peur qu'au final, d'une part ce ne soit pas droit, et d'autre part trop fragile, un risque sérieux que ça casse lors des étapes suivantes. Pour éviter de me retrouver dans une situation compliquée, j'ai décidé de décoller les éléments en utilisant les garde-boue originaux comme support. Il faut parfois dans certaines situations faire preuve de prudence et de réflexion pour optimiser au mieux son montage. Pour retirer la texture antidérapante moulée sur le plastique, j'utilise un outil qui est une perceuse-ponceuse en forme de stylo de la marque DSPIA, un fabricant reconnu pour de l'outillage de qualité, notamment pour leurs pinces coupantes, qui est considérée comme une des meilleures du marché.
Cet appareil est un excellent investissement avec une batterie et 3 niveaux de vitesse très précis et fiables, je vous le recommande vivement. Je ponce par des passages brefs et rapides. Il faut éviter de rester trop longtemps au même endroit pour éviter de creuser la matière. Il faut environ une demi-heure par garde-boue avec une finition papier de verre pour en venir à bout. Pour m'aider dans la photo découpe des pièces, j'ai réalisé avec du papier millimétré un patron pour obtenir les bonnes cotes et les bonnes dimensions et réajuster si nécessaire. Étant donné que je n'avais qu'une seule fois les pièces, je n'avais pas le droit à l'erreur. Je colle avec de la cyano à séchage lent, les quelques petits jeux au niveau de la jonction avec le reste du haut de caisse ne sont pas dramatiques, et les plaques latéraux vont venir les cacher. Les supports intérieurs des garde-boue m'ont posé un peu plus de problèmes. En effet, les pièces ont été mal conçues et j'ai passé beaucoup de temps à les redécouper à la bonne dimension pour qu'ils s'intègrent parfaitement. J'ai dû également apporter des modifications un peu plus conséquentes avec l'ajout de cartes plastiques assez fines pour cacher les défauts et les erreurs suite à la découpe du plastique d'origine. J'ai dû combler également les trous qui servaient au support d'origine en plastique car en photodécoupe elles étaient beaucoup plus petites. Pour plus de facilité, certaines pièces ont dû être faites en carte plastique. En regardant de nombreuses photos, j'ai remarqué que très peu de véhicules avaient les extrémités avant et arrière sur les garde-boue pour donner une pointe de réalisme supplémentaire. J'ai décidé de les retirer et d'abîmer les bords avec une pince. Un dernier détail qui m'a contrarié, c'est les rivets qui apparaissent clairement en relief sur les pièces d'origine en plastique et visibles sur les photographies d'engins survivants et qui ont été très mal restitués par Voyageur Model. Ils sont gravés de manière superficielle sur la planche de photodécoupe. Je décide de les rajouter en utilisant des rivets positifs de chez Quinta Studio qui sont en impression 3D. Produit très efficace si vous en avez beaucoup à faire et si vous ne possédez pas les outils pour les faire soi-même. Je les colle une par une avec de la cyano à prise rapide. Si mes calculs sont bons, j'en ai juste environ une centaine à faire. Le travail sur la caisse commence par les textures de fonderie sur les plaques latérales. Par chance, celles-ci sont en éléments séparés, ce qui me facilite beaucoup la tâche. Comme d'habitude, j'utilise toujours mon produit, le Mister Surfacer 1500, que je tapote avec un vieux pinceau. Après avoir collé les pièces et réalisé quelques raccords au mastic, je refais les gravures de soudure à chaque jonction des plaques d'acier. Il suffit juste de repasser sur les arêtes avec une lame de scie munie de petites dents. Pas besoin de faire un contour fixe et régulier, quand on regarde sur les photographies, les soudures ont une forme aléatoire. Avec du fil métallique très fin et suffisamment souple, je reproduis les câbles d'alimentation des phares en me basant sur des photographies d'engins survivants. Après avoir percé soigneusement les emplacements sur le support du garde-boue pour le phare et le passage du câble, je fais des montages à blanc jusqu'à ce que j'obtienne les bonnes dimensions. Ce rajout s'intègre parfaitement bien et donne un détail supplémentaire non négligeable à notre modèle. A ce stade, j'en ai aussi profité pour monter l'avertisseur sonore qui est également détaillé avec de la photodécoupe. Une autre modification facile à faire que j'ai remarqué sur les photographies d'engins survivants est faite à partir d'un fil de métal très fin. Je réalise les boucles qui sont présents aux extrémités des crochets de remorquage sur la face avant du véhicule. Les crochets sur la partie supérieure du haut de caisse ont tous été remplacés en photodécoupe, mais je les trouve trop fins par rapport à la réalité. Pour leur donner un peu plus de volume, une technique simple, c'est d'utiliser du Mister Surfacer 500 qui est un peu plus épais et de recouvrir l'intégralité. Après cessage, on peut toujours corriger l'effet avec de l'acétone ou par ponçage. Les coffres d'équipement qui sont disposés sur les garde-boue vont être remplacés par des éléments en photodécoupe. Pour cette étape, j'utilise la technique de la soudure avec un flux sans acide et du fil d'étain pour obtenir un ensemble rigide et solide. Je vous conseille d'utiliser des pinces pour bloquer les éléments qui vont être soudés entre eux et de prendre un outil pour manipuler votre pièce en sécurité. La première chose que je fais, c'est un point de soudage au niveau d'un angle par l'intérieur de notre coffre. Puis je continue toujours par l'intérieur sur les zones de jonction où la photodécoupe se rejoint. Et pour finir, je termine sur les parties extérieures, le long des zones de contact pour faire une fixation supplémentaire et un joint entre les deux pièces. N'ayez pas peur de rajouter beaucoup de matière pour obtenir un ensemble convenablement et suffisamment solide. Le surplus de soudure est tout simplement enlevé par ponçage en utilisant une lime avec différents grains, en passant du grain le plus gros jusqu'au grain le plus fin. Les charnières proposées par Voyageur Model sont complètement disproportionnées et trop grosses, ce qui me surprend un peu de leur part. Heureusement, j'ai toujours une planche de charnière de différentes tailles de chez Aber et je choisis celle qui me convient le mieux et à la bonne dimension. Petite astuce que j'ai trouvée sur internet et que je vous partage pour mettre en forme facilement les charnières, qui sont souvent une étape délicate et difficile, il vous faut une plieuse à photodécoupe et une pince très fine. La première étape est de fixer fermement la base d'une des deux morceaux de la charnière et de laisser libre la partie qui va devenir ronde avec le fil de métal contre, puis de l'enrouler autour avec votre pince. Seconde étape, vous insérez la seconde partie entre le fil de métal et l'autre de la moitié de la charnière. Et pour finir, vous venez faire la même chose que précédemment mais simplement de l'autre côté
Fixez fermement la base en laissant la libre la partie que vous devez mettre en forme et replier autour de la tige de métal. Avec du temps et de la pratique, vous arriverez facilement à faire des charnières en photodécoupe fonctionnelles et réalistes. Celle-ci s'intègre parfaitement bien sur mes coffres par rapport à celle d'origine qui aurait dépassé de plusieurs millimètres dans le vide. On continue par le matériel qui constitue le loadboard de notre char et petite surprise, le fabricant a fait preuve d'ingéniosité en proposant deux grappes de pièces pour les outils, une avec les attaches de moulée et une autre sans pour ceux qui souhaitent comme moi les refaire. Une astuce qui va me faire gagner du temps sur le montage et aussi sur la finition de ces pièces que je modifie. J'ai pris l'habitude d'utiliser maintenant des attaches d'outils en impression 3D de chez Édouard Brassin qui sont pour moi les meilleurs du marché. Très accessibles, vous aurez 3 formes de pinces pour vos outils entre position ouverte et fermée. L'intégration se fait facilement, il faut juste manipuler les pièces avec précaution pour ne pas les casser. Un exemple ici avec une barre à mine. Une comparaison entre un outil avec son support retravaillé en photodécoupe et son attache en impression 3D par rapport à celle du kit d'origine de chez Cyber Hobby. Le gain de qualité est très satisfaisant et facile à faire même pour les débutants. Tout le loadboard a été retravaillé avec des éléments en photodécoupe. Les vis papillons sont des pièces en impression 3D que j'ai récupérées sur un set de chez Hamo. J'ai également changé un outil que j'ai refait complètement en scratch. En comparant avec des photos, la forme et les fixations proposées par Cyber Hobby n'étaient pas du tout justes. A ce stade, je colle directement sur les garde-boue après avoir fait de nombreux essais à blanc. La notice et les photographies m'ont beaucoup aidé. Décaler un outil de quelques millimètres peut compromettre l'installation d'une autre pièce et vous obliger à recommencer. Un conseil, c'est de prendre vraiment votre temps, surtout que tous les repères d'origine ont été masqués par les nouvelles pièces en photodécoupe. Je les peindrai directement avec le temps et l'expérience, je me suis rendu compte qu'avec de très bons pinceaux, c'est plutôt facile et moins périlleux que de peindre à part et de les coller par la suite. Surtout si une trace de colle disgracieux vient saccager votre peinture. La dernière partie du char est la tourelle. Je commence par refaire une nouvelle fois les textures de fonderie avec mon produit Mister Surfacer 1500. Je ne traite uniquement que les flancs de la tourelle et le bouclier avant. Après séchage, j'affine mon résultat avec une simple éponge abrasive en évitant de frotter sur les têtes de boulons moulées sur le plastique. Une autre modification très importante, c'est le remplacement du canon par celui de chez Aber qui est en métal et en laiton. En comparant les deux, vous voyez la différence de qualité et de détail qu'on gagne sur notre modèle avec ce changement. L'installation est simple, il suffit juste de retirer soigneusement la partie en plastique avec une lame de scalpel et de percer un trou pour accueillir la nouvelle pièce. La mitrailleuse coaxiale MG34 de la tourelle est également remplacée par une pièce beaucoup plus jolie en laiton de chez Aber. Je remplace uniquement que la partie extérieure. On peut voir ici une nouvelle fois la différence de détail. J'utilise du mastic bicomposant de chez Tamiya en mélangeant à part égale les deux produits que je roule pour en créer des fins boudins qui vont me servir à faire les cordons de soudure. Pensez à utiliser du talc pour éviter que le mastic colle sur votre support. J'applique à l'aide d'un pinceau gomme légèrement humidifié à la jonction entre la tourelle et la coupole. Pour rester cohérent, j'imite le même motif de soudure que sur le reste du char en les reproduisant avec une simple pointe de pince de précision. Je termine le montage par les accessoires sur la plage arrière du Panzer. J'utilise un set de chez Black Dog qui est un moulage de résine représentant différents équipements, ce qui peut être aléatoire sur la qualité du produit, surtout quand le moule est trop usé. En l'occurrence ici, je n'ai pas eu de chance car il manque de la matière avec des bulles et des décalages au niveau des motifs sur les jerrycans et les bidons. Je décide d'enlever les pièces mal restituées par le moulage. Pour cela, j'utilise une perceuse équipée d'un forêt. Comme le principe d'un dentiste, je retire les parties défectueuses en creusant dans la matière puis par ponçage. Je vous conseille vivement de mettre un masque et d'utiliser par exemple le tuyau d'un aspirateur pour retirer les particules de résine que vous allez créer. Pour information, la poussière est très nocive pour la santé. J'ai toujours un lot d'accessoires en résine ou en impression 3D comme des conteneurs pour les munitions, différents bidons d'huile et des équipements de soldats comme des gourdes, des gamelles, des casques, etc. Ainsi que de nombreuses pièces de rechange que j'accumule depuis des années. Il suffit juste de faire de preuves d'imagination pour compléter les parties manquantes. Une nouvelle fois, j'utilise du mastic bicomposant que je mets en forme à l'aide de mes pinceaux gomme pour restituer les parties manquantes et combler les bulles d'air qui se sont créées lors du processus de moulage. Ces réparations sont assez faciles et le temps de séchage du produit me permet de refaire les formes tranquillement. Au final, en réfléchissant au problème et en prenant notre temps calmement, j'ai réussi à sauver ce moulage en résine. On peut même dire que l'ajout de nouvelles pièces propose une alternative originale. Ce petit souci inattendu qui au final donne une autre dimension à notre maquette. Un mal pour un bien peut-être. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce montage, le premier de cette nouvelle année. La photodécoupe de chez Voyageur Modèle est très agréable à travailler.
Malgré qu'à la base il soit pour un Panzer II de type F, j'y suis utilisé 90% des pièces pour l'intégrer sur mon projet. C'est l'avantage de pouvoir avoir en avance les notices et des photographies pour valider ce choix. Avec les vacances de Noël, j'ai eu beaucoup de temps pour avancer sur le montage. Malgré quelques difficultés, le résultat est très satisfaisant. Je ferai peut-être encore quelques ajustements avant d'attaquer la peinture. Souvent, il me vient une idée ou un détail que j'ai oublié quelques jours après avoir terminé l'assemblage de la maquette. Je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode avec la peinture et le vieillissement autour de cette couleur, le gris panzer très atypique des chars allemands du début du conflit, avant d'enchaîner sur le diorama. En attendant, profitez bien si vous êtes encore en vacances et bon courage à ceux qui retournent au travail. Merci à tous ceux qui me suivent et se sont abonnés à ma chaîne et pour vos messages, ça me continue à continuer l'aventure. Si vous n'avez pas regardé mon vlog, je vous invite à le faire, le programme 2024 est riche en projets et en événements. En attendant, prenez soin de vous et maquettez bien. À bientôt dans l'atelier, ciao.